Alors, on va démarrer ce cours qui va porter donc sur l'allocation dynamique. Et en particulier, ce cours va vous montrer comment manipuler la mémoire de l'ordinateur, comment la réserver ou la libérer. Et donc vous allez voir que ça va vous permettre de concevoir des programmes qui vont être beaucoup plus puissants, beaucoup plus réactifs par rapport à ce que vous étiez capable de réaliser jusqu'à présent. Voilà. Alors, quand vous écrivez un programme complet, d'accord, dans ce programme complet, vous avez un certain nombre de choses. Vous avez la définition de l'inclusion de vos bibliothèques, c'est vos DS-define. Vous avez les macros du préprocesseur, donc par exemple DS-define n100, donc on va remplacer l'expression n par la valeur 100 automatiquement. On va déclarer des variables globales. Vous avez des fonctions. On a tout un tas de choses qui vont nous permettre d'avancer dans notre programme. D'accord ? Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous déclarez des variables, alors qu'elles soient locales, c'est-à-dire internes à la fonction, qu'elles soient globales, concrètement, quand vous déclarez une variable, il y a un mécanisme qui est derrière qui va automatiquement aller dans la mémoire de l'ordinateur, réserver de la mémoire pour cette variable, et la quantité de mémoire réservée pour cette variable dépend de son type. Donc rappelez-vous, sur le cours sur les pointeurs, je vous ai dit, moi sur mon ordinateur, les entiers, ils sont sur 4 octets. Donc quand je déclare une variable, par exemple ici je vais déclarer une variable que je vais appeler Toto, int Toto, et bien là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais exécuter la fonction principale, quand on va arriver au moment de la déclaration de la variable, le mécanisme qui est derrière va automatiquement me réserver 4 octets pour ma variable. Et ces 4 octets, ils vont être situés quelque part en mémoire, et ils vont être associés au nom de la variable. C'est automatiquement fait pour vous. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'allocation qui est automatique. Alors en fait, il y a plusieurs stratégies d'allocation. Par exemple, là, les variables globales. Vous voyez, alors je vous donne un exemple avec les variables globales. Quand on a des variables globales, on sait exactement quelle est la quantité de mémoire dont vous aurez besoin pour une variable. Mais en plus de ça, on sait que cette variable va exister durant tout le programme. Donc, quand vous déclarez des variables, qu'elles soient statiques, on va revenir dessus, je vais vous montrer ce que c'est exactement, ou qu'elles soient globales, dans les deux cas, ces variables-là vont exister durant toute l'exécution du programme. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous lancez votre programme, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui arrive et qui dit « je réserve la mémoire ». D'accord ? Alors, si on va ici, int nb, d'accord ? Là, on peut voir deux différences. Enfin, on peut voir deux méthodes de déclaration de variables. Là, j'ai une variable qui se déclare globalement. Et donc, dès qu'on lance le programme, automatiquement, il y aura de la mémoire qui va être réservée pour cette variable-là. Et ensuite, on va commencer à exécuter des fonctions. Alors là, bon, ma fonction principale, elle se lance automatiquement à l'exécution du programme. Mais si je fais int test, tac, int Toto, Toto égale 5, printf%d, virgule Toto, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que ma variable Toto ne sera réservée en mémoire que au moment de l'exécution de ma fonction test. Donc vous voyez que
La variable globale, elle existe durant toute l'exécution du programme, donc elle est automatiquement réservée lorsqu'on lance le programme. La fonction test, elle, n'est exécutée que par moment, et donc la variable qui est à l'intérieur ne va être déclarée, réservée, que lors de l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est automatiquement réservée chaque fois qu'on lance la fonction test. Mais si je lance plusieurs fois la fonction test, je ne vais pas avoir plusieurs cases mémoire pour les différentes versions de Toto. C'est, on déclare, on réserve de la mémoire pour la variable Toto, mais dès qu'on arrive à la fin de la fonction, cette variable est libérée, c'est-à-dire qu'on la rend à l'ordinateur. Alors ce mécanisme de réservation, il sert à quoi? Ce mécanisme de réservation, il sert à dire, là, ce morceau de mémoire, il est à moi, c'est moi qui le manipule, les autres n'ont pas le droit de manipuler ce morceau de mémoire-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Imaginez, vous êtes en train de réaliser un programme, d'accord? Vous êtes en train de l'exécuter. Et vous avez une variable avec l'âge d'un utilisateur. Par exemple, Delbo, d'accord? L'utilisateur Delbo, il a 40 ans, donc il a une valeur 40. Et imaginez, il y a un autre programme qui tourne en même temps et qui ne respecte pas le fait que les variables sont réservées dans des endroits mémoire bien précis. Et donc lui il dit, bah tiens, dans cet endroit-là en mémoire, j'écris 5. Mais il va se passer quoi si cet endroit de la mémoire où il écrit, c'est là où il y a mon âge? Eh bien, vous, dans votre programme, ma variable aura été modifiée, et au lieu d'avoir 40 ans, j'aurai 5 ans. C'est pas la même chose. Le programme va se dérouler différemment. Et donc, si on n'a pas un mécanisme qui protège un peu la mémoire, eh bien, vous n'aurez aucune garantie lorsque vous exécutez un programme, même si votre programme est correct, que l'intégrité de vos variables est respectée, et donc peut-être qu'un autre programme va s'amuser à les modifier. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme qui réserve la mémoire, c'est-à-dire que automatiquement on vous réserve un morceau de mémoire, ce morceau-là, il est à vous, et personne d'autre, normalement, n'a le droit de l'utiliser. D'accord? Alors, la variable Toto, elle est réservée localement, la variable NB, elle est réservée au début de l'exécution de votre programme, et je vous ai dit que nous avions des variables qui étaient dites statiques. D'accord? Alors les variables statiques, c'est des variables qui sont locales à une fonction, mais dont la valeur persiste entre deux appels de fonction. Alors ça, vous n'avez pas vu normalement. Regardez, je vais faire un... Tac, et somme. Vous voyez ma fonction test? Alors, Oui. super, regardez, je la lance. Ça m'affiche 4, on est d'accord? Mais chef, vous pouvez agrandir un peu votre écran, ça c'est votre écran. Ça va là? Encore, s'il te plaît. Merci. Alors, ouais, alors là c'est quand même un peu gros. Alors, si je lance ce programme-là 2 fois, quel va être l'affichage, d'après vous? Dites-moi. Ça va être la même chose. Voilà. Si je lance 2 fois la fonction, ça va m'afficher 2 fois la même chose. Monsieur, 4 et 4, oui? en fait, ici on a int et on n'a pas mis le retour en fait. Ah oui, excusez-moi. Autant. Mais comment ça s'écrit, je ne comprends pas. Alors, ça m'a mis un warning, hein, ça m'a fait mis un warning. Ah ok, d'accord. Tu vois?
C'est juste dans les options du compilateur, tu peux dire, chaque fois qu'il y a un warning, je le transforme en erreur et j'empêche l'exécution. Si j'avais été propre, c'est ce que j'aurais fait. Là, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Voilà. Bon, donc là, void, voilà, on retourne rien, tout va bien. Euh, Excusez-moi, monsieur. Oui, Euh, je comprends. Enfin, je me rappelle plus. Enfin, là, je comprends dans le programme pourquoi il y a Sum++, mais pourquoi est-ce qu'on a mis Sum++? ah là, il n'y a pas de raison, c'est juste pour l'exemple. D'accord? C'est, Ah, je vais exécuter ma boucle 4 fois, et à chaque fois, j'augmente la valeur somme de 1. oui, Donc, oui. somme vaut 4 à la fin, et ensuite, j'affiche la valeur de somme. D'accord? C'est juste. Non, non, c'est juste que je savais pas qu'on pouvait écrire comme ça. Genre, j'aurais fait un espace, j'aurais mis un point-virgule après fort. Enfin, Comment ça? Je ne comprends pas. Tu aurais. ah non, 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 qu'est-ce que je raconte? Non, désolé. Bon. Non, 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 désolé. Ah, c'est le problème des cours qui démarrent à 8h30. Hein. Alors, donc, vous êtes d'accord que là, si j'exécute 2 fois ma fonction, j'ai 2 fois le même résultat. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'arrive dans la fonction test, je déclare la variable i, je déclare la variable somme, je l'initialise à 0, et donc, à chaque fois, comme il n'y a rien qui change, le comportement sera identique, et donc quand je sors de la fonction test, je libère la mémoire, je retourne dans la fonction test, je redéclare i et somme. Maintenant, au lieu de dire que ma variable somme est une variable int, je dis que c'est une static int. Vous voyez Moi, voilà. Oui? est-ce que vous pouvez expliquer ça veut dire quoi statique, s'il vous plaît? Ben justement, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Regardez juste la différence d'exécution. J'ai rajouté le mot statique, et là, au lieu d'afficher 4, ça m'affiche 8. Là, ce qui est en train de se passer, quand on dit qu'une variable elle est statique, ça veut dire que sa valeur, elle est persistante au fur et à mesure des appels de fonctions. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est que les variables, d'accord, quand on sortait d'une fonction, on perdait leur valeur, d'accord, parce qu'on libère la mémoire. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand on rajoute le mot-clé statique, on dit je garde cette valeur-là en mémoire. Et donc, là, comme à chaque tour de boucle, j'augmente la valeur de somme de 4. La première fois j'arrive, je déclare la variable somme. Je l'initialise à 0. Ça, c'est fait au début de votre programme, du coup. Ensuite, je fais un tour de boucle dessus et j'augmente somme de 4. J'affiche la valeur. La valeur, donc somme, vaut 4. Je sors de la fonction. Quand je reviens, la variable qui est statique, elle est restée. Et donc, elle est déjà déclarée et elle vaut déjà 4. Donc cette ligne-là, elle est ignorée. Et j'augmente, je refais encore un tour de boucle, et à chaque fois, j'augmente somme de 4. Donc, si je refais, quelle sera la valeur affichée? 12. Voilà. Je vais avoir 4, 8, 12. Voilà. Et donc là, pour ces variables qui sont très particulières, que je ne vous invite pas à utiliser, parce que ça rend le programme très complexe, moi je trouve. Si vous utilisez les variables statiques, c'est que vous êtes en train de développer des applications extrêmement avancées, normalement. Et ce jour-là, vous saurez que vous en aurez besoin, mais en toute généralité, dans vos projets, vous n'en avez pas besoin. D'accord? Toujours est-il que les variables statiques, comme je viens de vous le montrer, et les variables globales, sont déclarées au début de l'initialisation du programme, lorsqu'on lance le programme. D'accord? Et ça, c'est une méthode qui est très rapide. Alors ensuite, il y a la stratégie d'allocation qui est dite automatique
lors d'un appel de fonction. Et donc là, si on ne compte pas la variable somme, regardez la variable i. Elle n'est pas statique. Et donc chaque fois qu'on appelle la variable test, elle est redéclarée. Et donc on la réinitialise, on réutilise i. Et quand on sort de la fonction, elle est libérée. Et ça, c'est fait automatiquement pour vous. Ce n'est pas à vous de dire quand est-ce qu'on déclare la variable ou quand est-ce qu'on arrête de la déclarer, enfin de l'utiliser. Ça, c'est lié à l'exécution de votre programme. Chaque fois qu'on appelle la fonction test, automatiquement, ça va déclarer votre variable i. Et chaque fois que vous terminez la fonction test, votre variable i sera libérée. Ça, c'est une stratégie qui est automatique. Voilà. Alors le problème de tout ça, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que quand vous allez utiliser de la mémoire dite automatique, la variable, justement, elle est détruite à la fin de l'exécution de votre fonction. Et donc, en particulier, les modifications que vous avez appliquées en mémoire ne sont pas persistantes après l'appel de la fonction. Ou alors, vous allez être obligé d'utiliser des variables dites statiques, comme je vous ai montré, mais le problème, ça veut dire que vous devez gérer votre algorithme tout en sachant que la variable est statique. C'est-à-dire que, ah oui, mais alors attends, ça garde la valeur de la fois d'avant, et ça, c'est très compliqué à gérer parce que ça peut vous amener des tas de bugs, et donc dans la conception de votre programme, c'est quelque chose qui est compliqué. Ou alors, vous pouvez utiliser une variable globale. Le problème des variables globales, c'est que ça rend votre code dégueulasse. Et je pèse mes mots, d'accord? C'est pour ça que moi, je ne veux pas avoir de variable globale, parce que les variables globales, ça doit être réservé à un usage très particulier. Par exemple, quand vous faites de la programmation événementielle, donc vous utilisez OpenGL ou un truc comme ça, là, vous utilisez des variables globales, c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Mais dans les programmes que vous allez être amené à réaliser dans vos projets, etc., normalement, vous n'avez pas besoin de variable globale. Comme vous n'avez pas besoin de variable globale, n'en utilisez pas. D'accord? Parce que ça va vraiment compliquer la portée de vos variables et tout ça. Ça rend votre programme un peu sale et ça va casser une logique de création de programme qui pourrait être beaucoup plus propre. Alors, par logique de conception de programme, j'entends ma fonction, elle va devoir utiliser cette valeur-là, donc je vais la passer en paramètre et je vais retourner telle valeur. Et en fait, si vous utilisez des variables globales, vous allez vous passer de ce genre de choses et vous allez arrêter d'utiliser des paramètres et en fait, vous allez avoir tout un fouillis et des dizaines de variables globales. Donc vraiment, c'est un principe, n'en utilisez pas. Alors, comme je vous disais, l'appel d'une fonction, ça déclenche automatiquement la réservation de la mémoire pour vos variables, d'accord? Alors en particulier vos paramètres formels, vos variables locales, etc., etc. Dès que votre fonction se termine, ces variables-là sont libérées. C'est-à-dire qu'on dit, la mémoire à cet endroit-là n'est plus utilisée, et tu as le droit, n'importe qui a le droit de réutiliser cette partie de la mémoire. Mais, dans certains cas, vous ne pouvez pas connaître la quantité de mémoire dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous demandez à l'utilisateur combien de cases vous devez utiliser dans un tableau. Par exemple, si moi je souhaite avoir une fonction qui va me permettre de saisir toutes les notes d'algorithmique des étudiants du L1. Combien est-ce que vous êtes? Vous pouvez me donner un nombre, mais je vous assure que quelques jours plus tard, le nombre il aura changé. Parce qu'on a des inscriptions à l'université qui sont tardives, on a des étudiants qui abandonnent l'université, on a des tas et des tas de situations qui font que le nombre de données peut varier. Et donc, si à chaque fois je suis obligé de réécrire mon programme, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, qui est plus simple, c'est on va demander à l'utilisateur combien de données tu veux saisir. Mais du coup,
ça veut dire que vous allez déclarer des tableaux dont la taille est variable. Et ça, comment on fait? Alors, il y a des langages qui vous permettent de déclarer le nombre d'utiliser une variable dans la déclaration d'un tableau. Alors, par exemple, ici, si je fais int tableau de 10, d'accord? Là, on est d'accord que je vais déclarer un tableau de taille 10. Certains étudiants vont écrire ce genre de choses. D'accord? Si vous écrivez ce genre de choses, que va-t-il se passer d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'il y aura une seule case et ce sera 10. Alors, en fait, ça va bien déclarer un tableau de taille 10. Le problème, c'est que cette allocation-là, c'est, comme je vous l'ai montré pour les fonctions, ça va être une allocation qui va être automatique. Alors, voilà, et puis je fais un for i égale 0. Tableau de i égale 0. Donc là, je vais mettre la valeur 0 dans chacune des cases du tableau. On est d'accord? Là, je déclare un tableau. Cette déclaration, elle est faite automatiquement. Ça veut dire que dès que je vais sortir de ma fonction, le tableau, la mémoire, sera libérée automatiquement. Donc ce tableau-là que vous allez déclarer avec une variable, ici, il va être automatiquement détruit dès la fin de l'exécution de votre programme. C'est très délicat. C'est très délicat parce que... Alors, c'est quoi la phrase magique qu'on a vue la dernière fois, s'il vous plaît, les gens? Que vous devez connaître par cœur? Vous vous rappelez? Ce n'est pas un tableau, un pointeur. Sur son premier élément. Le nom d'un tableau est un pointeur sur son premier élément. Donc, si je souhaite retourner mon tableau, je pourrais faire return tableau. Okay. Donc je retourne un pointeur vers le premier élément du tableau. Et ici, du coup, comme je retourne un tableau d'entier, je vais retourner un pointeur d'entier, donc int étoile. Et là, c'est un gros fail. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants me font ça. Hein. Tab égale test de allez, 15. Alors, si on exécute le programme, d'accord, que va-t-il se passer? Je déclare un pointeur tab qui est un pointeur d'entier. J'appelle la fonction test avec 15 comme valeur. 15 est donc mon paramètre effectif et il est placé dans mon paramètre formel qui s'appelle taille. Donc, quand je commence l'exécution de ma fonction, j'ai une variable qui s'appelle taille et qui contient la valeur 15. Ensuite, je déclare un tableau qui a comme taille. Donc ça va me déclarer automatiquement un tableau qui contient taille élément. Ça marche. Ensuite, je vais dire, pour chaque case de mon tableau,
pour chaque valeur de l'indice, donc pour i égale 0, 1, 2, 3 jusqu'à taille moins 1, je vais dire tableau de i égale 0. Donc on est d'accord que j'initialise les cases de mon tableau avec la valeur 0. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne l'adresse de mon tableau. Donc, pour vous rendre compte, j'ai déclaré un tableau dans la mémoire, je remplis avec des valeurs, et ensuite je retourne l'adresse où se situe ce tableau. On est d'accord? Comme je retourne l'adresse où est situé ce tableau, cette adresse-là, je la mets dans mon pointeur tab. Donc, quand je suis ici, j'ai un pointeur avec l'adresse à laquelle était déclaré mon tableau. Et ça, c'est une erreur très grave. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a déclaré un tableau. Mais on l'a déclaré automatiquement. Et donc, quand on va retourner le tableau, on retourne l'adresse, ça on a le droit. Mais entre-temps, la mémoire, elle a été libérée automatiquement. Parce qu'on a terminé la fonction. D'accord? Et donc là, j'ai un pointeur vers une zone de mémoire que je crois être un tableau. Sauf qu'en fait, on a dit, ah, cette mémoire-là, je te la rends, je ne l'utilise plus. Et donc, potentiellement, il y a un autre programme qui est en train de l'utiliser, cette zone de mémoire-là. Et donc, toutes les données que vous aviez placées à cet endroit-là ont pu être modifiées par une autre fonction, un autre programme, ou que sais-je. Donc là, vous avez un programme qui va compiler, qui va s'exécuter, qui va fonctionner dans un grand nombre de cas. Regardez, printf, %d, virgule, tab de i. Voilà, je vous fiche mon billet, ça va fonctionner. Ça va m'afficher que des zéros. Ah bah, même pas. Pourquoi il me dit undeclared? Oui, pardon. Voilà. Ah bah là, moi, ça m'a planté en plus. Alors, du coup, là, moi, je viens de l'exécuter en live et du coup, sur mon exemple, c'est dommage, ça a planté. Alors, ça a planté parce que j'ai essayé d'afficher une zone de mémoire qui ne m'appartient pas. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas utiliser... Alors, mais là, j'ai eu du bol, en fait, que ça plante. Je suis un peu déçu parce que parfois, ça ne plante pas. Et donc, pour vous, c'est transparent. Vous ne voyez pas que vous avez commis une erreur. Alors, est-ce que vous êtes tous conscients de l'erreur qui a été commise là? C'est-à-dire qu'on réserve de la mémoire, toutes les cases d'un tableau, ensuite on les modifie, on retourne l'adresse du tableau, mais sauf que le tableau a été libéré automatiquement parce qu'on est sorti de la fonction, et vous pensez que votre tableau est toujours alloué, vous utilisez la mémoire, et là ça plante. On est d'accord? Alors, si on est d'accord avec ça, je vais vous montrer comment faire pour justement faire en sorte que ce truc-là fonctionne. Oui? Monsieur, Oui, oui. j'ai pas expliqué l'exemple, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer comment le faire proprement, et ensuite je reviendrai sur cet exemple-là. D'accord? D'accord. Ça sera peut-être plus simple. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de stratégie d'allocation. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est que chaque fois qu'on rentre dans une fonction, les variables, donc les paramètres formels ou les variables locales, sont déclarées automatiquement. C'est pas vous qui vous en chargez, c'est l'ordinateur. Lorsque vous exécutez votre programme, paf, les variables sont déclarées et réservées automatiquement pour vous. Quand vous sortez de la fonction, toutes ces variables-là sont libérées automatiquement. Ok? Comme ces variables-là sont libérées automatiquement, c'est transparent, vous n'avez pas à vous en occuper. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir manipuler la mémoire à la main, c'est-à-dire
c'est nous qui allons dire combien, à quel moment on va allouer de la mémoire et de quelle quantité de mémoire on aura besoin. Alors ça, il ne faut pas oublier que ce truc-là, c'est un peu la base, le fondement de la création du langage C, parce que le langage C a été créé pour réaliser des systèmes d'exploitation à la base. Et les systèmes d'exploitation, qu'est-ce qu'ils font en particulier? Eh bien, ils gèrent la mémoire d'un ordinateur. Et donc le C a été créé pour gérer la mémoire d'un ordinateur. Et donc là, ce qu'on va dire, c'est nous qui explicitement allons dire « je vais réserver telle zone mémoire ». Alors, comme c'est le développeur maintenant qui va dire « je vais réserver telle zone de mémoire », il va incomber au développeur de dire quand est-ce qu'on libère la mémoire. Le principe, il est simple, c'est celui qui réserve qui doit libérer la mémoire. Qui réserve la mémoire? Quand on fait de la programmation, de la déclaration automatique, comme la variable i ici, c'est déclaré automatiquement. Chaque fois qu'on arrive dans la fonction test, on déclare la variable i. Comme c'est fait automatiquement à la fin de la fonction, elle est libérée. Là, avec la nouvelle méthode que je vais vous proposer, c'est nous qui allons dire, on réserve cette mémoire-là, et donc ça sera à nous de dire quand est-ce qu'on arrête la réservation de cette mémoire-là, quand est-ce qu'on la libère. Alors, on va y aller. Je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, tout ça, c'est des exemples. On s'en fiche un petit peu pour le moment. Voilà. Donc, on va utiliser la fonction malloc. Alors, la fonction malloc, M pour memory, alloc pour allocation. Donc, ça veut dire on va réserver de la mémoire. Et vous voyez que cette fonction-là, elle accepte un argument. Alors, le type de données, c'est size_t, mais en fait, c'est un entier. D'accord? Vous embêtez pas avec ça, c'est juste un entier. On va lui donner le nombre d'octets qu'on souhaite réserver. Et elle nous retourne un void étoile. Alors, grosso modo, un void étoile, c'est juste un pointeur vers un octet. D'accord? Donc, que va faire la fonction? On lui dit, tiens, je veux réserver tant d'octets, 5 octets par exemple. Et donc, la fonction malloc va essayer de réserver 5 octets. Il va trouver un espace en mémoire où il y a 5 octets de libre côte à côte. Il va donc réserver ces 5 octets et il va nous retourner l'adresse du premier octet de cet espace mémoire-là. Si jamais l'allocation échoue, c'est-à-dire que on demande une quantité de mémoire qui n'est pas disponible directement. Par exemple, si je demande 1 milliard d'octets. Là, il va avoir du mal à trouver 1 milliard d'octets à la suite dans la mémoire de mon ordinateur. Donc, comme il n'arrivera pas à réserver la mémoire, il va vouloir nous retourner une erreur. Quelle erreur va-t-il pouvoir nous retourner, vu qu'il nous retourne un pointeur? Eh bien, il va pouvoir nous retourner un pointeur vers une adresse qui n'existe pas. Et ça, je vous rappelle, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est un pointeur qui vaut nul. Donc, quand la fonction malloc ne fonctionne pas, elle va vous retourner nul. Si elle ne retourne autre chose que nul, ça veut dire qu'elle a réussi. Voilà. Alors, un exemple. Plutôt que de faire ça, on va écrire une fonction similaire. Sauf que c'est moi qui vais réserver, la mémoire de l'ordinateur. Alors, je vais appeler la fonction malloc. Malloc, je vous ai dit, ça attend un entier en argument.
la valeur de cet entier correspond au nombre d'octets que je souhaite réserver. Alors par exemple, moi si je souhaite réserver un tableau d'entiers de taille entier, combien ça va me faire d'octets d'après vous? Quatre. Alors attends. Là, tu vois, typiquement, je suis en train d'écrire un programme. Donc moi, je sais que sur ma machine, un entier, il est sur 4 octets. Mais si mon programme, je te l'envoie, est-ce que ta machine, les entiers sont sur 4 octets? On ne sait pas. Donc il faut faire très attention, sinon on fait exploser la fusée Ariane. Quelle est la quantité d'octets d'un entier? Size of Voilà, size of int. Size of int, ça nous donne le nombre d'octets d'un entier. Donc là, effectivement, ça sera 4 dans notre cas. Et j'en veux, ça c'est pour un entier, mais moi je veux réserver un tableau de taille. Donc je vais multiplier ça par la valeur de taille. Ok? Ça c'est le nombre d'octets d'un tableau de taille. On est d'accord? Alors, si on est d'accord avec ça, la fonction malloc, Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? la fonction malloc, elle va réserver une certaine quantité de mémoire. Et quelle est cette quantité? C'est un nombre d'octets qu'on va lui donner en argument. D'accord? Donc ici, on doit donner un entier. Cet entier, ça peut être une expression. D'accord? Une expression qui a une valeur qui est entière. Moi, je veux réserver un tableau d'entiers. Donc un tableau d'entiers, c'est quoi? C'est un certain nombre de cases, les unes à la suite des autres. On est d'accord? T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, pas de problème. Ok, donc chacune des cases de ton tableau fait quelle taille? Elle fait size of int, octet. Tu es d'accord avec ça? Vu que le nombre d'octets utilisé par un entier, c'est size of int. Donc, chaque case de la mémoire, enfin, chaque case de mon tableau d'entier contient size of int octet. Et je veux taille case, donc je vais en tout demander à réserver size of int fois taille octet. Là, c'est juste une multiplication pour savoir combien d'octets en tout je dois réserver. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait cette multiplication, eh bien, la fonction malloc va réserver un espace en mémoire de la taille que je lui ai demandé. Alors là, c'est pour un tableau d'entier, mais je pourrais très bien réserver de la mémoire uniquement pour un seul entier. Ou même, si je veux, pour 10 octets. C'est vous qui mettez le nombre d'octets que vous souhaitez réserver. D'accord? Et donc la fonction malloc, elle va réserver cet espace mémoire. Elle va réserver un espace qui est contigu en mémoire, qui vous permet de réserver, qui correspond à la taille que vous avez demandée. Là, ça va ou pas? Alors, la fonction malloc, une fois qu'elle a réservé cet espace mémoire-là, où est-ce qu'il se trouve cet espace mémoire-là? Cet espace mémoire-là, la fonction malloc, elle vous retourne l'adresse du premier élément, du premier octet, de cette zone de mémoire que vous venez de réserver. Donc moi, je vais le mettre dans mon pointeur. Tab égale malloc. Alors, la fonction malloc retourne l'adresse de la zone mémoire qui a été réservée. Cette zone de mémoire-là, cette adresse, je la mets dans un pointeur de type int. Ensuite, j'ai le droit de manipuler cette zone de mémoire-là comme je le veux. Donc là, par exemple, je vais initialiser mon tableau. Donc, je vais dire tab de i est égal à 0. Là-dessus, je vais retourner
l'adresse que j'ai reçue. Return tab. Et là, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, quand on appelait la fonction test, là, on n'a pas d'erreur d'exécution. Ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur de mémoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a réservé de la mémoire dans la mémoire de l'ordinateur. La fonction malloc, ensuite, elle nous a retourné l'adresse de cette zone de mémoire-là. J'ai manipulé cette zone de mémoire-là pour faire ce que je voulais. Par exemple, j'ai dit, bah tiens, c'est un tableau, donc je vais mettre la valeur 0 dedans. Donc j'ai initialisé les valeurs de mon tableau, de ma zone de mémoire que j'avais réservée, et j'ai retourné l'adresse de ce tableau, de cette zone de mémoire-là. Et je l'ai mis dans un autre pointeur. Donc vous voyez que maintenant je suis en dehors de ma fonction, mais j'ai toujours laissé cette zone de mémoire-là réservée. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que c'est celui qui réserve qui doit libérer. Donc quand il y a une réservation automatique, la libération elle est automatique. Mais là j'ai fait une réservation manuelle. Donc c'est à moi de dire, à un moment donné, que je souhaite libérer la mémoire. Et je ne l'ai pas fait. Et comme je ne l'ai pas fait, eh bien j'ai le droit d'utiliser cette zone de mémoire-là comme je veux. Ça va, ça ou pas? Ou est-ce que vous avez des questions? Monsieur, moi j'ai compris votre nouvel exemple, mais je comprends toujours pas pourquoi l'autre il fonctionnait pas. Alors, l'autre ne fonctionnait pas parce que, regarde, quand on appelle, on va dans la fonction test. Je fais une déclaration automatique. Tu es d'accord? C'est pas moi qui manuellement demande à réserver cette zone de mémoire-là. C'est demandé ici, int tableau de taille. Donc je déclare un tableau automatiquement. Donc, je l'initialise, ça j'ai tout à fait le droit, et je retourne l'adresse du premier octet de ce tableau-là. Ça, j'avais tout à fait le droit. Mais dès que je sors de la fonction, que se passe-t-il? Vu qu'il y avait une réservation automatique, la mémoire, elle est automatiquement libérée. Et donc, elle ne m'appartient plus. Et donc, je n'ai plus le droit de l'utiliser. La différence, elle est là. Quand tu appelles malloc, c'est une réservation manuelle. Donc, c'est à toi, si tu veux libérer de la mémoire, de le dire explicitement. Et pour le moment, on ne l'a pas dit. Donc, cette mémoire, elle va rester réservée jusqu'à la fin du programme, jusqu'au moment où je vais dire, tiens, je libère ma mémoire. Alors que là, ton tableau, il existe d'ici à là. À partir du moment où on sort de la fonction, pouf, c'est fini, ta mémoire, elle est libérée automatiquement. Donc, comme elle ne m'appartient plus, quand j'essaie d'y accéder, quand je vous ai montré, quand j'ai essayé d'y accéder, bah, ça a planté, parce qu'il y a des mécanismes de préservation qui font que, tu essaies d'accéder à une zone de mémoire qui n'est pas réservée pour toi, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu comprends mieux? Oui, merci. Voilà. Alors, on va revenir sur une subtilité de la fonction malloc. Vous êtes d'accord que la fonction malloc, quand je vous ai montré le prototype, elle retourne un void étoile. Or, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai déclaré un tableau d'entier. Mon tableau d'entier, c'est quoi comme type? C'est un int étoile. Parce que je sais que c'est des cases de type int. Et rappelez-vous, on a vu la dernière fois sur les pointeurs que le typage d'un pointeur, c'était important, parce que si on n'avait pas le bon type, quand on allait accéder à la zone de mémoire, on n'allait pas écrire le bon nombre d'octets. Donc il faut absolument avoir des données du bon type. Et là, ce que je dis, c'est que dans un int étoile, je vais mettre un void étoile. Donc ça pose un problème. Alors pourquoi la fonction malloc me retourne un void étoile déjà?
si vous regardez ici, ce truc-là, à aucun moment, je dis à la fonction malloc que je vais utiliser une donnée de type int. Parce que cette expression-là, en fait, on va l'évaluer avant d'appeler la fonction malloc. Quand on fait size of int, c'est remplacé par la valeur qui correspond au nombre d'octets du type int. Mais on a perdu l'information que c'était un int. C'est remplacé sur ma machine, par exemple, c'est 4. Donc, size of int est remplacé par 4. Ensuite, j'ai la multiplication entre 4 et taille. Donc, ça va me faire 4 fois taille. Et ça va me retourner un entier. Et cet entier-là, il va me servir de paramètre effectif. Donc, une fois que cette expression, elle est évaluée, qu'est-ce qu'on a? On a juste un entier. Donc, la fonction malloc, elle, qu'est-ce qu'elle reçoit? Juste le nombre d'octets qu'on souhaite réserver. Et elle ne reçoit pas d'indication sur le type de données qu'elle va devoir manipuler. Donc, quand elle vous retourne un pointeur, elle vous retourne un pointeur vers, je sais pas quoi. Et le je sais pas quoi, c'est void. Donc, elle vous retourne un pointeur void étoile, qui veut dire, tiens, je te retourne un pointeur, mais je ne connais pas le type de la donnée. Et vous mettez ça dans un int étoile. Et donc là, ça pose un problème de type. Alors, quand... alors, je vais mettre ça en... Voilà. Là, ça va mieux. Alors, quand on fait ça, suivant les compilateurs et suivant les options du compilateur, ça peut fonctionner ou ça peut poser un problème. Si vous mettez les options les plus strictes de votre compilateur, ce qui n'est pas le cas ici pour moi, mais si vous mettez les options les plus strictes, formellement, vous n'avez pas le droit de mettre une donnée d'un certain type dans une donnée d'un autre type. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on rajoute une opération qui va dire « Je vais transformer ton void étoile, parce que tu me retournes un void étoile, mais moi je sais qu'en fait, c'est un int étoile. » Donc, on va transformer le type de retour de la fonction malloc en int étoile. Pour ça, on va réaliser une opération dite de transtypage, où on dit ce qui est retourné ici par la fonction malloc. Je sais que son vrai type, c'est int étoile. Et donc, je le transforme. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on met un int étoile dans un int étoile. Et donc là, on préserve le type. C'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus propre. Moi, j'attends ça de votre part. C'est-à-dire que quand vous utilisez la fonction malloc, vous mettez une opération de transtypage pour rappeler quel est le bon type de données que vous allez manipuler. Et ce truc-là, entre parenthèses, il n'est pas compliqué. Il est du même type que tab. Int étoile entre parenthèses. D'accord? Si c'était un tableau de caractères, ça aurait été un char étoile. Et bien ici, vous aurez mis char étoile. D'accord? Voilà. Alors, bien évidemment, là, le programme que je viens de vous montrer, il comporte une erreur. Et cette erreur, c'est que je n'ai pas vérifié si le retour de ma fonction malloc était bon ou pas. Je reviens dessus. Imaginons que ma fonction malloc ne trouve pas de mémoire suffisante dans la mémoire de l'ordinateur. Et donc, elle va foirer, c'est-à-dire qu'elle va me retourner nul. Et là, ce que j'essaie d'écrire, c'est dans chaque case du tableau, je vais mettre la valeur 0. C'est-à-dire que si la fonction malloc me retourne nul, je vais essayer d'écrire à une adresse qui n'existe pas dans la mémoire, la valeur 0 sur i cases. Donc évidemment, ça va planter. Par exemple, je ne sais pas si... Est-ce que ça va fonctionner? Bon, ça a fonctionné. Peut-être que j'ai pas mis une valeur assez grande. En tout cas, normalement, je dois tester ici que le retour de la fonction malloc est différent de nul. Donc si tab est différent de nul, alors
j'ai le droit d'exécuter ce truc-là. D'accord? Ça, c'est juste une vérification que vous devez faire parce que ça peut arriver que vous essayez d'accéder à une zone mémoire qui ne vous appartient pas, qui il n'y a pas assez d'octets libres en mémoire de manière contiguë, etc., etc. Il y a toujours des tas et des tas de problèmes. Et donc, vous devez vérifier que la fonction malloc ne vous a pas retourné la valeur nulle. Alors, la fonction malloc, elle vous réserve une zone dans la mémoire, mais elle ne vous permet pas d'initialiser cette mémoire. Alors, c'est-à-dire, regardez, moi là, j'ai initialisé la mémoire ici. Et ensuite, je l'ai affiché. Donc, si je réexécute mon code, vous voyez que j'ai mis des... Alors, oui. Ah ben, c'était parfait comme exemple. Voilà. Je vais juste modifier un truc. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe là. Attendez, je le mets là. Voilà. Regardez ce qui se passe avec mon code ici. Donc, je diminue un peu pour qu'on voit tout en même temps. Voilà. Quel est le souci là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez que j'ai des zéros et puis j'ai des valeurs bizarres. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer ce mécanisme, ce qui se passe? Ou est-ce que vous donnez votre langue au chat? Allez, ouais. Yanis, allez, dis-moi. C'est pas parce qu'on a réservé 10 cases. Ouais. Et que Lucas donne le reste de la réponse. Oui, voilà. Alors, effectivement, c'est ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, je demande à réserver un tableau de taille 10. D'accord? Je réserve un tableau de taille 10, c'est exactement ce que je fais. Et j'initialise la mémoire de ces cases du tableau. Donc des 10 cases. Et là, regardez, dans ma boucle for, je vais au-delà des 10 cases. Donc, j'arrive dans une zone de mémoire qui n'est pas réservée pour moi, déjà. Bon. Là, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, ça n'a pas planté. Mais ça, ce mécanisme de préservation, il est assez aléatoire. Et donc là, dans notre cas, il ne s'est pas mis en route et donc ça n'a pas fait planter notre programme. Je regarde donc ce qu'il y a dans la mémoire et je l'affiche. Et donc, il y a 5 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, les 5 cases en trop. Regardez, j'ai des valeurs qui sont des résidus de ce qu'il y avait dans la mémoire auparavant. Ok? Si je n'initialise pas la mémoire de l'ordinateur, donc j'enlève ce truc-là. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai toujours mes... Alors, attendez, et puis je vais être propre, je vais aller jusqu'à 10. D'accord? Voilà, donc là, je n'affiche que les valeurs contenues dans les cases de mon tableau, réservées par la fonction malloc. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que les valeurs qui sont présentes dans la case du tableau sont des résidus de ce qu'il y avait en mémoire. Ce qu'on peut en conclure, c'est que la fonction malloc n'a pas initialisé les cases de la mémoire qu'on lui a données. Je suis obligé, si je souhaite initialiser les cases de la mémoire, de faire une boucle pour parcourir chacune des cases et mettre une valeur dedans, par exemple initialiser à 0. Et là, vous voyez, une fois que j'ai initialisé les valeurs des cases à 0, bah, effectivement, j'ai bien 0 dans les cases. C'est normal. Mais vous voyez que quand vous faites appel à malloc, automatiquement,
on a juste réservé de la mémoire, mais elle n'a pas été initialisée. Alors, il se trouve que initialiser la mémoire à 0, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent, on est d'accord. C'est quelque chose qui va arriver dans la majorité des programmes, parce que souvent, on veut initialiser à 0, et pas à des valeurs bizarres, des valeurs aléatoires. Ça arrive, hein, bien sûr, on peut vouloir initialiser un tableau avec des valeurs aléatoires, mais le plus fréquemment, on va vouloir initialiser à 0. Alors, pour ça, il y a une autre fonction qui a été créée, qui est la fonction calloc. C'est comme la fonction malloc, sauf que elle va en plus initialiser la mémoire avec des zéros. D'accord? Alors, sa syntaxe, c'est la suivante. Par contre, vous n'allez pas mettre une expression avec le nombre d'octets, vous allez dire le nombre de cases que vous souhaitez allouer et la taille d'une case. D'accord? Mais sinon, c'est un peu un fonctionnement similaire. Donc, ici, au lieu de faire tab égale int étoile malloc size of int machin, là, je vais utiliser la fonction calloc. Et donc, c'est d'abord le nombre de cases, virgule, la taille d'une case. Donc, sinon, c'est la même chose. Je n'initialise pas la mémoire manuellement, parce que ça va être fait automatiquement. Et là, vous voyez que la mémoire, elle est bien remplie avec des zéros. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas besoin d'initialiser la mémoire, pour une raison ou pour une autre, alors vous utilisez malloc. Si vous avez besoin d'utiliser la mémoire et de l'initialiser à 0, vous utilisez calloc. Si vous avez besoin de réserver la mémoire et de l'initialiser avec d'autres valeurs que 0, vous utilisez malloc et vous faites une boucle pour initialiser vos valeurs, vos cases de votre tableau à la valeur que vous souhaitez. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction malloc, elle est plus rapide que la fonction calloc. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser la fonction malloc si jamais vous n'avez pas besoin d'initialiser la mémoire à 0. Par contre, la fonction calloc, elle est optimisée. C'est-à-dire qu'elle sera plus rapide. Si vous avez besoin d'initialiser à 0, la fonction calloc sera plus rapide que malloc plus une boucle pour mettre à 0. C'est clair ou pas? Bon, bref, c'est juste une question d'habitude. Alors, vous devez savoir aussi une chose, c'est que même si le programme s'exécute instantanément parce que on a des machines puissantes et que notre programme est très court, la fonction malloc et la fonction calloc, ce sont deux opérations qui sont extrêmement coûteuses en temps. C'est-à-dire que c'est un peu comme la fonction printf, hein, j'ai envie de dire. Si vous faites des programmes qui réservent beaucoup de mémoire, très souvent, eh ben, il va falloir limiter le nombre d'appels de la fonction malloc parce que la fonction malloc, elle est vraiment très lente. Donc ça peut avoir des impacts sur la performance de votre programme. Moi, ça m'est arrivé une fois en recherche. J'ai été obligé de, pour un problème donné, de faire... j'ai mal géré en fait. Au lieu de faire un énorme appel à la fonction malloc, j'ai fait un appel à malloc dans une boucle. Et en fait, j'avais des milliers d'appels à la fonction malloc, et mon programme, la vitesse de mon programme a été divisée par 100 ou par 1000. Dès que j'ai résolu ce problème-là, c'est-à-dire que j'ai anticipé en calculant d'abord la quantité de mémoire que je devais réserver, et que j'ai fait un seul appel à malloc, mon programme s'est exécuté instantanément. Bon, ça, c'est des problèmes de développeurs un peu plus chevronnés. Ça vous arrivera sûrement un jour. Gardez juste en mémoire que la fonction malloc, elle est très lente. Voilà. Alors, comme je vous disais, c'est celui qui réserve qui doit libérer la mémoire. Et jusqu'à présent, je vous ai montré comment réserver la mémoire grâce à calloc et à malloc, mais je ne vous ai pas expliqué comment libérer la mémoire.
Or, la libération de la mémoire, c'est une étape qui est extrêmement importante. Parce que si vous ne libérez pas la mémoire que vous avez réservée, durant toute l'exécution de votre programme, cette mémoire va rester réservée et donc consommée. Je pense que vous avez tous rencontré des problèmes de mémoire avec, je ne sais pas si vous avez utilisé Firefox, quand vous avez plein d'onglets d'ouverts, eh ben, il va consommer toute la mémoire de votre ordinateur. Et parfois, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand vous n'utilisez plus de la mémoire, vous devez la libérer. Si vous ne libérez pas la mémoire de votre ordinateur et que vous continuez à en réserver, il y a un mécanisme qui va se mettre en place si jamais vous n'avez plus de mémoire vive. Alors moi, par exemple, sur ma machine, sur mon ordinateur, qui est un ordinateur fait pour le calcul scientifique, je ne sais plus si j'ai 32 ou 64 Go de RAM. Mais une fois que j'ai utilisé toute cette mémoire-là, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter que l'ordinateur il plante, l'ordinateur, il y a un mécanisme qui s'appelle le swap, qui va prendre la mémoire qui est sur le disque dur et qui va l'utiliser comme une mémoire vive. C'est génial, parce que là, en disque dur, on a des téraoctets de mémoire. Le problème, c'est que la mémoire d'un disque dur, c'est très très lent. Et donc, cette mémoire-là, dès qu'on va commencer à swapper, la vitesse d'exécution de vos programmes, elle va diviser par 1000 ou par même 10 000. Donc c'est vraiment très très gênant. Et donc il faut absolument éviter de passer sur le swap. Alors pour ça, vous devez libérer la mémoire quand elle n'est plus utilisée. Pour libérer la mémoire, c'est comme le Tibet. Faites free. D'accord? Free, et vous mettez l'adresse du tableau que vous souhaitez libérer. Alors, pardon. Je reviens sur... alors, je suis ici. Vous voyez? Donc, j'ai tab qui contient l'adresse du premier élément de mon tableau. Ici, je manipule la mémoire de mon tableau pour faire mon programme, ce que je veux, mon traitement. Et on va dire qu'à la ligne 36, ça y est, j'ai décidé que je n'avais plus besoin de cette mémoire de réserver. C'est tout. J'ai juste à faire ça. Et à partir du moment où j'ai appelé la fonction free, la mémoire du tableau a été libérée. C'est-à-dire que, normalement, je n'ai plus le droit d'y accéder. D'accord? Alors, ça a l'air tout bête comme ça. Mais en fait, cette libération de la mémoire, souvent, vous ne me la faites pas au bon endroit. Alors, il y a des étudiants qui vont me mettre la libération ici. Alors, si vous faites ça, c'est comme si on revenait à cette situation-là. Parce que vous libérez la mémoire à la fin de votre fonction. Et donc, quand on va sortir de la fonction et qu'on va arriver ici, on va essayer de l'utiliser. Or, elle ne nous appartient plus. Donc, il y a des chances que ça plante, ou en tout cas que la mémoire soit utilisée par un autre programme. Et donc, on n'aura aucune garantie sur le fait que nos données seront cohérentes au sein de notre programme. D'accord? Donc vraiment, le moment où vous n'utilisez plus votre programme, enfin votre tableau, c'est à ce moment-là que vous allez libérer la mémoire. Et uniquement à ce moment-là. Alors, comment ça se fait qu'on donne uniquement l'adresse du premier élément du tableau? Parce qu'en fait, la fonction free, elle ne connaît pas forcément le nombre d'octets qui ont été réservés. Alors, il faut voir que dans la mémoire d'un ordinateur, quand on va allouer dynamiquement la mémoire, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, imaginons je réserve la mémoire d'un ordinateur, donc je vais avoir... voilà, ça c'est ma zone mémoire qui a été réservée, d'accord?
Ça, c'est les différentes cases que je viens de réserver. Et dedans, il y a peut-être des valeurs, on s'en fout. D'accord? Et la fonction malloc vous retourne l'adresse ici du premier octet de l'espace mémoire. D'accord? Il faut savoir que pour des raisons d'optimisation, quand vous demandez à réserver, je sais pas moi, 10 octets, c'est pas forcément 10 octets qui sont réservés. C'est au moins 10 octets. Les fonctions d'allocation dynamique, elles vous garantissent que vous allez réserver une certaine quantité de mémoire, mais ça se trouve, elles vont réserver un peu plus pour aller plus vite, pour des problèmes d'alignement de mémoire, etc. Mais on s'en fiche, ça ne nous concerne pas pour le moment. Dites-vous juste que parfois, il y a des cases mémoire qui sont réservées en plus. D'accord? Alors ça veut dire, quand vous réservez la mémoire, que même vous, vous ignorez quelle est la quantité réelle de mémoire qui a été allouée. Parce que si vous dites je réserve 10 octets, ou 10 cases d'entier, c'est au moins cette quantité de mémoire-là qui va être réservée, mais pas exactement cette quantité. Donc, en fait, le mécanisme qui va se passer, c'est qu'ici, il y a une structure qui va être placée, il y a une structure qui va être placée juste avant la zone mémoire réservée. Cette structure, elle contient quoi? Elle contient la taille, elle contient d'autres informations dont on se fiche. Il y a tout un tas d'informations dedans. Et voilà. Et elle est placée juste avant la zone mémoire que vous réservez. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à réserver ça. Et en fait, la fonction malloc, elle va allouer de la place pour tout ça. Elle va mettre des informations ici, comme la quantité de mémoire qu'elle a réellement allouée. Et elle va vous retourner cette adresse-là. Quand vous faites appel à la fonction free, donc pour vous c'est transparent, vous ne manipulez que ça. Mais quand vous manipulez la fonction free, vous lui donnez quoi? Tab. Et la phrase magique, s'il vous plaît? C'est quoi? Allez. Les noms des tableaux, c'est le pointeur sur son premier élément. Le nom d'un tableau est un pointeur sur son premier élément. Et donc là, j'ai mis free tab, donc j'ai libéré le nom du tableau, donc c'est un pointeur sur le premier élément. Donc à la fonction free, je lui donne cette adresse-là. Et la fonction free, elle, ce qu'elle fait, pour connaître la quantité de mémoire à libérer, eh bien, elle retourne en arrière sur cette structure pour lire la taille. Et ensuite, elle libère la structure et à partir de l'adresse qu'on lui a donnée, elle va libérer la taille, c'est-à-dire toute la mémoire qui aura été allouée. D'accord? Donc ça, je ne vous demande pas de le connaître par cœur. Je vous explique juste comment ça fonctionne et pourquoi ça marche, en fait. Donc la fonction free, elle va libérer la mémoire que vous avez allouée grâce à l'appel de la fonction soit malloc, soit calloc. Bon, alors j'espère que c'est clair sur l'allocation. Alors, par contre, il faut faire très attention à ne pas libérer 2 fois la mémoire. Parce que si vous libérez 2 fois la mémoire, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez être ici, vous libérez la mémoire. Donc ça va regarder taille, et puis ça va libérer tout ça. Super. Donc, entre-temps, peut-être que cette zone de mémoire-là, elle va être modifiée. D'accord? Par un autre programme, par une autre fonction, on ne sait pas. Et donc, si vous faites une deuxième libération de la même zone de mémoire alors que vous ne l'avez pas réallouée, vous allez libérer une quantité de mémoire qui potentiellement va rogner sur des choses, d'autres programmes, d'autres fonctions qui sont en cours d'exécution. Et donc là, si vous faites ça,
Vous vous assurez un plantage d'une beauté, mais ça risque d'être assez violent. D'accord? Donc ne jamais libérer plusieurs fois la mémoire de votre ordinateur. Quand vous libérez la mémoire de votre ordinateur, enfin d'une allocation dynamique, vous ne devez le faire qu'une fois. Je suis clair? Je suis clair. Voilà. Alors, je vous ai montré comment on pouvait, grâce à tout ça, allouer de la mémoire pour un tableau. D'accord? Donc ça, je vous réexplique dans les slides, vous pouvez regarder. Mais alors, du coup, là, moi, ce que je vous ai dit, je vous ai vendu tout ça en vous disant que l'intérêt de l'allocation dynamique, c'était quand même de réserver de la mémoire le plus finement possible. C'est-à-dire que vous devez connaître exactement la quantité de données que vous allez manipuler. Or, si on reprend mon exemple un peu trivial qui dépend du nombre d'étudiants de la promotion, imaginez, on a un programme qui est en cours d'exécution, d'accord? Et là, j'ai des nouvelles données qui apparaissent. Et je souhaite les ajouter à mon tableau. Comment est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour ajouter des données dans un tableau qu'on aurait alloué à la main? Lucas. Tiens, Lucas, est-ce que tu as une idée? Il n'y a plus personne. Je vous ai hacké, c'est ça? Oui, vas-y Yanis. On va essayer de réserver d'autres cases mémoire supplémentaires. Ouais. Et là, dans ces cases supplémentaires, on va allouer les données. Ouais, mais alors, ça veut dire que tu vas allouer un deuxième tableau? Non, dans le même tableau. Alors vas-y, alors comment tu fais pour... Oui, mais alors ton mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme, bah c'est... Mais de base, on a réservé des données pour le tableau. Oui. Ok, bah Non, ce que je veux dire, c'est, imagine, tu réserves pour 10 cases, d'accord? Donc tu manipules tes 10 cases, et puis tout d'un coup, tu vois, il y a des choses qui changent, et on te dit, ah ben, j'ai d'autres données, au lieu d'en avoir 10, t'en as 15. on va en réserver 5 de plus. Alors, ouais, mais réserver 5 de plus, ça veut dire quoi? Tu augmentes la taille de ton tableau. Oui. Alors, si on revient sur mon exemple un peu foireux ici, imaginons que ici, j'ai de la mémoire qui soit utilisée par d'autres variables. Ok. Ben, je peux pas rajouter de cases ici. Oui, non, mais... Tu vois? Non, mais ton idée est très bonne, hein, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est juste que tu ne peux pas juste dire j'augmente la taille de mon tableau. Non, de base, on augmente... Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de base augmenter l'espace réservé par la fonction, celle qu'on a utilisée avant. Ouais, par la malloc. réservation. Alors, donc ça veut dire que finalement, on aurait un truc, tu re-réserves ailleurs et tu fais taille plus 5. Ouais, c'est un peu ça. Et puis là, tu rajoutes Voilà, on rajoute ce qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tu rajoutes de la mémoire. Ouais, c'était ça dans l'idée. Bah, en fait, c'est ça qui va se passer. Il y a une fonction qui s'appelle realloc qui va réallouer la mémoire. Et la fonction realloc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder si elle peut augmenter ici, sans changer la zone où se trouvent déjà vos données. D'accord? Si c'est possible, elle va augmenter l'espace ici. Et si c'est pas possible, elle va allouer un nouveau tableau, recopier vos données
et vous retournez le nouveau pointeur. D'accord? Donc, la fonction realloc, elle va faire comme ça. Si vous diminuez la quantité de mémoire, parce que ça c'est possible, bon bah elle va juste, elle va rien changer pour vous, elle va juste diminuer la quantité de mémoire déjà allouée et libérer le reste. Si au contraire vous augmentez la taille de la zone réservée, là, elle va essayer d'ajouter de la mémoire. Pour ajouter de la mémoire, il y a deux possibilités. Soit il y a la place là où elle est, donc elle va augmenter juste la taille de la zone réservée, sans l'initialiser. Ou alors, s'il n'y a pas la place, elle va retrouver une zone de mémoire où il y aura la place pour replacer toutes les données de votre tableau plus les nouvelles valeurs, et elle va recopier le tableau à cet endroit-là, et elle va libérer l'ancien tableau. Alors ça implique que lors d'une opération d'un appel à la fonction realloc, ça implique que votre fonction, potentiellement, peut changer la zone de mémoire. Et donc ça veut dire que vous devez récupérer l'adresse du nouveau premier élément de vos données. Parce que l'adresse du premier élément peut avoir changé. Donc la fonction realloc vous retourne, comme pour la fonction malloc, l'adresse du premier élément du nouvel espace mémoire. Donc, en argument, vous lui mettez l'adresse de votre tableau, d'accord? La quantité de mémoire que vous souhaitez obtenir au final, et la fonction realloc s'occupe de tout et vous dit là où a été placée la zone mémoire dont la taille a été modifiée. Ça va ou pas? Je sens que je vous ai un peu perdu. Non, c'est compris. Il va falloir manipuler. Hein. C'est pas très simple à manipuler, la fonction realloc. Il faut vraiment que vous arriviez à... Bon, déjà, votre premier objectif, c'est de comprendre l'utilisation de la fonction malloc. Deuxième objectif, c'est de comprendre l'utilisation de la fonction calloc. Troisième objectif, c'est la fonction free. Et une fois que ça, vous avez compris, là, vous pourrez réutiliser utiliser la fonction realloc. Bon, c'est la fin du cours parce qu'il reste 3 minutes et la notion qui vient après, je ne peux pas l'expliquer en moins d'un quart d'heure, donc il faut que je vous montre. Donc je préfère en rester là et puis j'espère que vous arriverez à comprendre cette notion-là. J'ai le poly qui va bientôt arriver, hein, donc vous inquiétez pas, c'est prévu. Et vous pourrez retravailler ça au propre. Donc vous n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début du cours. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Par mail, par pigeon voyageur, tout ce que vous voulez. Vous devez vous investir dans le code. Donc plus vous codez, plus vous êtes fort. Ok. Et surtout, restez pas en retrait, parce que si vous restez en retrait, c'est là que vous allez vous enfermer et que vous allez avoir du mal à coder. D'accord ? On pourra revenir sur les notions que j'ai déjà abordées, hein, là sur le cours sur l'allocation dynamique. Je pense qu'il faudra, à un moment donné, revenir sur les pointeurs et l'allocation dynamique et refaire le cours, en fait. Vous pouvez regarder les vidéos, maintenant qu'on a commencé à regarder l'allocation dynamique, regardez les vidéos sur les pointeurs, hein, que j'ai mis sur YouTube, et normalement, ça devrait vous aider à mieux comprendre les pointeurs. Et après, vous revenez sur le cours sur l'allocation dynamique et vous voyez qu'en faisant des allers-retours comme ça, vous allez bien réussir à comprendre. Ça devrait le faire. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, vous me contactez et je vous aiderai autant que je peux. D'accord ? Merci, monsieur. Allez, bon courage et bonne journée. Et pour mon groupe, bah... Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur.